les droits, etc. Ils nous foutaient le bordel là-dedans. Ils chahutaient les filles, ils bouffaient gras dégueulasse, ils chahutaient, ils chantaient faux, ils chantaient tous les mêmes sales rengaines faux. Ouais. Nous avons failli être débordés. Ah oui. Et un des gros événements de mon année 36-37, ça a été justement de reprendre en main si c'était possible. Et ça a été très difficile. J'avais pas vu. C'était ce que vous appeliez les valochards, non? C'était pas ça? Notamment parce qu'il vous avez dit, mais ça c'était encore rien. Les valochards, pour cette gars qui n'avait pas un sac, qui arrive avec sa valise, on lui apprenait qu'il pouvait trouver un sac ou qu'on lui en donnait un quelquefois quand on pouvait soi-même. Bon, mais c'était les mecs qui venaient, ben oui, c'est chouette, on va rigoler avec des copains, puis il y a des filles, Ouais. et puis on se marre, il n'y a qu'à prendre. Ouais. Mais ils arrivaient avec toutes leurs mauvaises habitudes. Hein? Une autre inquiétude allait bientôt les accaparer. À peine installé, le gouvernement du Front populaire avait été confronté aux difficultés rencontrées par son frère du Sud, le Frente Popular espagnol, contraint de faire face à un coup d'État militaire soutenu par les régimes totalitaires d'Allemagne et d'Italie. La France et la Grande-Bretagne se confinèrent vite dans le concept de la non-intervention. Pour le mouvement agiste, il ne s'agissait plus seulement de la conquête des loisirs, mais bel et bien d'un face-à-face avec une guerre qui était à leur porte. De nombreuses auberges sont réquisitionnées pour accueillir les Basques, Catalans et Espagnols fuyant les combats. La solidarité s'organise. Des convois de vivres, de vêtements et de médicaments sont organisés et conduits jusqu'en Espagne républicaine par les agistes, à la suite des appels pressants des dirigeants du centre laïque. Ailleurs, pourtant, le monde se prépare à aborder 5 années noires de guerre. Le bruit des bottes se rapproche. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht entre en Pologne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est la vraie mobilisation générale. Le mouvement agiste est décapité. Par la force des choses, il devient quasiment un mouvement féminin, si l'on accepte les militants trop jeunes ou trop vieux pour rejoindre les armées. En juin 1940, le rideau de fumée de la drôle de guerre se dissipe. Les armées alliées ne peuvent contenir l'avancée des troupes allemandes. C'est l'exode de millions de civils sur les routes de France. Dans le fracas des combats, on apprend que Léo Lagrange, qui avait renoncé à son mandat de député pour s'engager, a trouvé la mort à la tête de sa section, à Evernicourt, dans l'Aisne, le 9 juin 1940. Pétain demande l'armistice, et la Wehrmacht occupe une grande partie du pays. C'est la fin d'une époque. Le gouvernement de Pétain contente tous les réactionnaires et tous ceux qui pensent que la cause de tous les maux était le Front populaire, la laïcité, les conquêtes sociales des ouvriers. Dans ce pays coupé en deux, dans quel état va se trouver l'agisme? De nombreux militants étaient prisonniers en Allemagne, et les possibilités vont être très différentes dans la zone occupée et dans celle dite libre. À Paris, quelques militants, partisans d'un agisme s'inspirant de l'exemple hitlérien, tentèrent un coup de force, mais ils furent vite exclus par une assemblée du centre laïque. En mars 1942, cependant, les autorités allemandes eurent l'idée de ressusciter le Klage, avec des compagnons de route complaisants. Mais avec une surprenante condition, refuser les juifs
et les minorités étrangères dites inassimilables. Les Tziganes, les Polonais, les Italiens antifascistes, les Espagnols antifranquistes et les Nord-Africains. Les clubs existent toujours, mais sérieusement caporalisés, avec guides en guise de responsables. Les multiples interdits des occupants limitaient sensiblement leurs activités. Le clage sera de plus en plus contesté et deviendra progressivement une simple apparence de mouvement. Beaucoup d'agistes du clage, peu susceptibles d'être considérés comme collabos, feront de l'entrisme, dans ce mouvement sentant le sou. Et d'autres, en province, rejoindront la Ligue française pour les auberges de la jeunesse, faute de... C'est sur l'instance de Sangnier, dont le rôle pendant ces années-là ne fut pas d'une clarté absolue, la Ligue française put réapparaître pendant un temps. En 1943, la Ligue sera interdite par les Allemands, au prétexte que Sangnier refusa d'exclure les Juifs de ses rangs. À partir du milieu de 1943, les actions de résistance se développèrent dans les groupes. Adhésion à des réseaux, aide apportée aux camarades juifs, soutien aux réfractaires du service du travail obligatoire en Allemagne. Les activités traditionnelles servirent parfois de couverture pour des actions dangereuses et risquées. De nombreux agistes connaissent alors la prison, la fusillade et la déportation. Beaucoup d'agistes juifs furent arrêtés dans la rafle du Veldiv. Dès lors, dans la zone occupée, l'activité agiste deviendra de plus en plus crépusculaire et s'éteindra quasiment en 1944, notamment à la suite d'une autre rafle qui toucha la totalité des groupes parisiens. En zone non occupée, les activités du clage et de la Ligue française pour les auberges de la jeunesse sont purement et simplement interdites. Et ce n'est qu'en avril 1941 que sont créées les auberges françaises de la jeunesse, destinées à construire, gérer et diriger les auberges. Celles-ci sont ouvertes à tous les mouvements de jeunesse autorisés par le gouvernement de Vichy. Parallèlement, se crée un mouvement d'usagers, les camarades de la route, appelés par les agistes les camroutes. Pour revenir aux camarades de la route, qui avait donc été créé avec l'accord du secrétariat à la jeunesse de Pétain, secrétariat de la jeunesse qui avait donc créé deux organismes. Il avait supprimé le centre des auberges de jeunesse, bien sûr, et il avait créé l'Association française des auberges de jeunesse, qui était un organisme technique, qui s'occupait de la création, de l'entretien, de la gestion des auberges. Et un autre mouvement, donc, les camarades de la route, qui étaient donc les usagers des auberges. Et ce sont les deux organismes, évidemment, étaient subventionnés, et en particulier l'AFJ, donc l'Association française des auberges de jeunesse, c'est subventionné pour créer des auberges de jeunesse. Mais on peut dire quand même qu'il n'y avait pas la marque du gouvernement dans ces deux organismes. Soit l'un soit l'autre avaient réussi à se tenir très indépendants pour faire leur boulot. Pour l'heure, tout semblait donc aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes du gouvernement de Vichy. Malheureusement pour lui, de nombreux agistes et militants d'organisations de gauche se trouvaient en zone non occupée. Ils vont entrer en nombre dans ce mouvement d'usagers, ce que n'avaient pas prévu les promoteurs de cette entreprise, et vont, bien évidemment, changer la donne. Des anciens du clage, la Ligue française pour les auberges de la jeunesse, politiquement engagés ou non, feront de même en constituant le gros des troupes. En peu de temps, ce qui ne devait être qu'un mouvement d'usagers inoffensif va devenir le moteur essentiel des auberges de jeunesse. En août 1941, les responsables des camroutes se mettent d'accord sur les bases de la constitution du mouvement. Maintien de la laïcité et de la mixité, opposition au racisme et à l'antisémitisme, refus de tout embrigadement et respect de la démocratie. Dans la France réactionnaire de Vichy, les camarades de la route ont eu à se confronter avec la morale ancestrale et religieuse qui prenait sa revanche sur les avancées de 1936. Les agistes engagés dans la résistance
vont connaître prison ou déportation. L'agisme est donc loin d'être moribond. C'est au cours de ce travail de courte durée, à peine plus de 3 ans, ce qui est tout de même bien peu, que l'agisme atteint une sorte de maturité, même si l'esprit puise encore beaucoup dans celui de 36. Les principes se confirment, l'architecture du mouvement se précise. Ce qui se passera par la suite sera largement déterminé à ce moment-là. Puis vient le débarquement du 6 juin 1944, la libération du territoire, le retour des prisonniers et des déportés. Alors, en 1944, après mon inscription pour la première fois aux auberges, au foyer de Vincennes, très vite, j'étais tellement emballée que on m'a tout de suite donné des responsabilités, et j'avais la responsabilité de la solidarité. Mais bien sûr, à ce moment-là, il y avait beaucoup de prisonniers. Il y avait, et puis plus tard, il y a eu les rescapés des camps qui sont rentrés, hospitalisés, etc. Alors, en ce qui concerne les déportés, oui, un jour, on voit au centre des auberges, on voit une petite affiche agiste originaire de Vendée, de retour de déportation, actuellement au Val-de-Grâce, demande visite d'autres agistes. Alors, je ne sais plus qui l'a su, quelqu'un qui était allé au centre et qui avait vu une information. Et on m'a dit, dis donc, toi, tu es responsable à la solidarité, tu vas y aller, hein, à l'hôpital. Donc, je suis allée au Val-de-Grâce plusieurs fois, et ce garçon est devenu mon mari. Voilà. Avec la libération, comment l'agisme va-t-il se retrouver entre cette association technique, les auberges françaises, et le mouvement des usagers, les cameroutes? On pouvait espérer un retour à ce qu'avait connu l'agisme à ses débuts, mais l'on décide alors de créer 2 nouvelles structures. L'UFAGE, l'Union française des auberges de la jeunesse, prenant en charge le réseau, et le MUAGE, le mouvement uni des auberges de jeunesse, constituant le mouvement d'usagers. En définitive, on ne change rien à cette séparation qui éloigne toujours les usagers de la gestion des installations. Au total, au-delà des bonnes intentions affichées, on aboutit finalement à un éclatement général. Les catholiques créeront l'organisation centrale des camps et auberges de la jeunesse, l'OCAJ. La Ligue française renaîtra de ses cendres et rejoindra l'UFAGE. Et les communistes, agissant désormais sous le nom d'Union de la jeunesse républicaine de France. Le MUAGE, quant à lui, va changer de nom pour devenir le MLAGE, le mouvement laïque des auberges de jeunesse, à la suite de la création de l'OCAJ. En 1947, les laïcs quittent l'UFAGE. Ils vont s'affairer, non sans peine, à constituer de toutes pièces un réseau d'auberges, de relais et de refuges. Ce fut l'époque des chantiers agistes,
à la manière de 1936. Les militants, réunis dans de nombreux foyers locaux, vont réaliser des prodiges. C'est un travail de pionnier où garçons et filles de 20 ans, à peine sortis des années noires de la guerre, vont réaliser un formidable apprentissage social qui va les marquer pour leur vie. Pour ceux qui y participèrent, ce fut une aventure extraordinaire. Chaque foyer agiste cherchant une installation à aménager d'abord et à faire fonctionner ensuite. « 1950, les jeunes du foyer Bivouac de la Fédération nationale des Agis recherchent une masure à restaurer pour ouvrir un nouveau relais dans la région parisienne. Un ami leur propose de leur céder, avec un bail de 30 ans, la moitié de son terrain, en pleine vallée chevreuse, sur le coteau boisé de la Aquinière. À l'âge que nous avions, 30 ans, c'était l'éternité. On va donc construire. On fait un plan pour le permis de construire. Comme nous allons faire ce chantier avec nos sous, nous allons d'abord chercher, dans les bois environnants, la pierre meulière qui va servir au soubassement des murs. Nous allons ensuite faire l'objet d'une première. Les murs seront en béton cellulaire, un matériau nouveau, isolant et facile à mettre en œuvre. Mais il faut quand même se lancer dans les coffrages pour réaliser une grande salle commune largement éclairée sur 2 côtés. Le chantier avance. La charpente arrive. Puis les premières tôles. Au moment de l'inauguration, la hotte circulaire ne passe pas par la porte. Il a fallu démolir le toit pour être prêt, le 15 mai 1954, pour accueillir les quelques centaines de copains venus pour l'inauguration. La guerre d'Algérie et ses circonstances nous incitent à spécialiser l'auberge en relais culturel. Et pendant 10 ans, les samedis de la Aquinière seront bien connus dans toute la région parisienne. C'était l'AGI de la Aquinière. Les foyers agistes gestionnaires vont assumer la fonction d'accueil et pendant les mois d'été devenir des parents aubergistes temporaires, les péraubes ou méraubes, qui vont encadrer les jeunes dans les auberges les plus fréquentées. Le mouvement laïque allait au-devant de la jeunesse et organisait les caravanes ouvrières. De quoi s'agissait-il ? De réunir une vingtaine de garçons et de filles, encadrés par des militants, et de s'en aller, partis en train, partis à pied, parfois en vélo, le temps des vacances, découvrir la Savoie, la Provence, l'Alsace, l'Auvergne ou le Périgord, en utilisant les agis et en compant là où il n'y en avait pas. Juste après la dernière guerre et la libération, exactement en 1946, le mouvement des auberges de la jeunesse invente et inaugure un concept nouveau et révolutionnaire. Ils inventent les caravanes ouvrières.
Il s'agissait d'aller voir les patrons, les chefs d'entreprise et leur proposer d'amener leurs jeunes ouvriers à la montagne 15 jours pour leur faire découvrir la nature, l'air pur et les sortir des rues de la Grande. C'est ainsi qu'un beau jour de janvier 1946, alors que j'étais un jeune ouvrier dans une fabrique de chaussures dans la banlieue de Marseille, mon patron me fait appeler et me dit « Marcel, voilà ici 3 responsables des auberges de la jeunesse qui me proposent de vous amener, toi et les jeunes ouvriers de l'usine, 15 jours à la montagne dans une auberge de jeunesse. Qu'en penses-tu » Mon patron, qui me connaissait bien, il me voyait passer tous les dimanches, sac à dos, la chanson aux lèvres, avec les petits scouts de mon quartier, savait très bien que ce projet me ravirait. J'étais enthousiaste et je suis allé voir mes petits camarades pour leur demander de faire partie de cette expérience. Je les ai convaincus. Donc, au mois de juillet, pour les vacances, nous voilà partis, encadrés par les agistes, à la montagne, exactement dans les Hautes-Alpes, près de Saint-Véran, la commune la plus haute de France, au milieu des vaches et des marmottes. Et là, pendant 15 jours, ce fut des randonnées, des veillées, des rires, des chants. J'ai aimé cette ambiance. J'ai découvert ce mouvement de jeunesse que je ne connaissais pas, ce mouvement qui était ouvert, ce mouvement qui était mixte, ce mouvement qui était laïque, et où le tutoiement effaçait toutes les barrières sociales. Pour moi, ce fut une véritable révélation, et à mon retour à Marseille, je me suis précipité au club des agis pour prendre la carte, et c'est ainsi que je suis devenu agiste. 1946, 2016, ça ne fait que 70 ans, mais on est toujours jeune. Avec le groupe Spartacus, l'agisme se lançait avec succès dans la création d'art dramatique. Jean Blève était toujours présent pour donner un coup de main aux copains plus jeunes qui souhaitaient organiser une soirée culturelle sur l'art dramatique. Ils étaient 3, Jean Blève, Jacques Leblond et Jean Duplex. Tous les 3, là, ils ont un sacré trio. Et c'est vrai que j'ai été atterrée parce que on a fait appel, je crois que c'est Jean Duplex qui avait fait appel aux copains et copines qui seraient intéressés pour faire du chœur parlé. Et je me souviens avoir fait partie, on avait monté un texte de Prévert, et j'en ai fait partie, c'est là que ça a débuté. Et après, à la nage, pas à la nage, aux auberges, on a participé au concours des jeunes compagnies, on était toute une équipe, là, tout ça, et on a fait des montages poétiques et tout ça, et on a monté notamment un texte qui s'appelait « L'homme et sa liberté » de Chris Marker, où nous avons eu le 3e prix de mise en scène. Mais il existe toujours 2 organisations d'auberges de jeunesse, concurrentes et rivales. Les pouvoirs publics qui les subventionnent pour le fonctionnement et plus encore pour l'équipement supportent de moins en moins une telle situation. En 1948, ils créent la commission d'étude des auberges de la jeunesse, réunissant les différentes parties en présence, sous l'égide du ministère. En 1949, le mouvement laïque met sur pied le centre laïque des auberges de jeunesse et du plein air, dans la perspective des pourparlers d'unité. En 1950, les comités provisoires départementaux sont installés. On pense être sur la bonne voie, mais
coup de théâtre. L'UFAGE et les mouvements de jeunesse rompent les pourparlers et lancent la Fédération française des auberges de la jeunesse. De leur côté, le MLAGE et le CLASH-PA ripostent en créant la Fédération nationale des auberges de jeunesse, élaborée au cours des pourparlers, la FNAGE. Retour à la case départ? Ce ne sera pas un retour en arrière, bien au contraire. La structure désormais départementale constituait l'amorce d'une grande fédération. Grâce à cette mutation, l'agisme se positionne au mieux pour les pourparlers d'unité. L'État se retrouve donc avec 2 fédérations sur les bras, ce qu'il n'avait pas prévu. Les subventions de fonctionnement et d'équipement sont versées, à titre officiel, à la FNAGE, parce qu'elle est agréée, alors que la Fédération française n'en recevait qu'à titre officieux. Cette mesure de sûreté se révéla plus tard terriblement efficace. En résumé, pour la FNAGE, l'agisme était un courant militant visant à l'épanouissement de ses adhérents et favorisant leur prise de conscience des réalités sociales. Son principal levier était l'auberge de jeunesse. La FNAGE était une fédération de militants, elle avait une large base agiste. Au contraire, la FFAJ était essentiellement un conglomérat d'associations de tout type. Elle ne possédait que des parents aubergistes rémunérés, un nombre réduit d'équipes départementales et une clientèle de simples utilisateurs. Il s'agissait de 2 approches tout à fait différentes. Un véritable outil éducatif pour la première, une simple facilité matérielle pour la seconde. Pour l'heure, la FNAGE poursuivait sa marche en avant. Elle s'investit dans la formation de ses cadres et étend son réseau qui égalera bientôt celui de la FFAJ. Après les caravanes ouvrières du MLAJ, viendront les républiques d'adolescents, centres de vacances encadrés par les agistes et gérés par les participants eux-mêmes. Puis les caravanes musulmanes, mises au point par les associations départementales de métropole et d'Algérie, et destinées à faire découvrir les auberges de jeunesse et la France à de jeunes adolescents arabes et kabyles. Joe Choudi, avec Jacques Bénichou, fut le premier à avoir organisé des caravanes d'Algéroises en France. Il fallait faire sortir la femme musulmane des conditions dans lesquelles elle vivait. Alors, comment faire pour la sortir de ces conditions traditionnelles, tout ça? On s'est dit, si on pouvait, dans le cadre des activités d'auberge de jeunesse, si on pouvait les emmener en France, elles verraient, simplement pour les mettre en contact avec la vie des Françaises, eh bien, ma foi, elles pourraient apprendre quelque chose. Et puis, comme elles sont appelées à devenir des mères de famille, peut-être qu'en élevant leurs enfants, elles appliqueraient ce qu'elles avaient vu en France. Et puis, ma foi, nous étions une bonne équipe de copains aux auberges de jeunesse, hein, donc tournés vers les activités de plein air, mais pas seulement la marche, hein, mais aussi tout l'aspect culturel, éducatif, émancipateur, et de... Je lance notre slogan, jeunes du monde entier, hein, unissez-vous, hein. C'était ça. Alors bien, on s'est dit, mais dans ce pays, il existe une catégorie de jeunes, hein, qui sont peut-être les opprimés parmi les opprimés, il faudrait peut-être y penser. Et ma foi, on a dit, on va emmener des jeunes algériennes en France. En 1954, la FNAGE va se trouver confrontée à un problème de taille. Au début de la guerre d'Algérie,
Elle est présente dans les départements d'Alger, Oran et Constantine. Et ce conflit, il faut bien le dénommer ainsi, heurte ces principes de plein fouet. Elle manifeste une prise de position que peu de mouvements de jeunesse, à l'époque, eurent le courage de formuler. Nous estimons qu'aucune solution valable des problèmes d'Afrique du Nord ne peut être trouvée dans l'emploi de la force, de la répression ou de l'arbitraire policier. La FNAJ, en cela, restait fidèle aux principes que l'agisme a toujours défendus et répandus. Liberté, démocratie, amitié internationale et anticolonialisme. Et cela plus de 6 ans avant les accords d'Évian, qui mirent fin à cette guerre. Cela dit, tout n'allait pas pour le mieux au sein de la Fédération nationale. Des militants, dénonçant les risques grandissants d'étatisation des auberges de jeunesse, quittèrent la FNAJ et donnèrent naissance au MIAJ, mouvement indépendant des auberges de jeunesse. Cette décision aura des conséquences considérables sur le mouvement agiste, qui perdra de la sorte de nombreux militants, souvent de grande valeur, dont le départ affaiblira durablement ce qu'ils voulaient précisément sauvegarder. Ils n'ont pas voulu que l'État se mêle de leurs affaires, mais pourtant il fallait de l'argent. Mais l'État a dit, il y avait tout un tas, il y avait le HPA, il y avait enfin tout un tas d'auberges de jeunesse. Et l'État a dit, écoutez, mettez-vous en fédération, on verra pour vous donner des subventions. Et c'est là où il y a eu un peu la bagarre. Il y a eu, pareil, une réunion au salon de Montbardet. Et il y en a qui ont été contre. Ils n'ont pas voulu entrer dans une fédération. Donc ça a été le MIAJ, et les autres sont mis sous une fédération. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais le MIAJ avait raison, parce qu'on disait, oui, on va toucher un peu d'argent, mais vous allez devenir des marchands de soupe, etc. Seulement, les choses ont évolué aussi. Et puis on avait besoin d'argent. Nos auberges de jeunesse, c'était pas toujours propre. Il y avait besoin de couverture, il y avait besoin de tout un tas de trucs. On arrivait des fois dans des auberges où c'était moyen, aux questions propreté, on avait besoin de renouveler les choses. Mais il faut de l'argent pour ça. Au printemps 1955, pour dénouer la crise, l'État indiqua que la nouvelle fédération serait créée sur la base de 1950, c'est-à-dire la FNAJ, la seule agréée, et lui attribua toutes les subventions, à charge pour celle-ci de reverser sa part à la FFAJ. À la suite de cette décision, qui est une mise en tutelle de la Fédération française, par ailleurs en situation financière très préoccupante, un comité paritaire provisoire vit le jour. Et le 24 mars 1956, la Fédération unie était créée, en gros sur les bases de la FNAJ, assortie d'une période probatoire de 3 ans. On considérait finalement que cette unité était non seulement souhaitable, mais indispensable, si l'on ne voulait pas voir les auberges de jeunesse disparaître en France, ou au mieux s'enfoncer dans le pire des désordres. La mise en place de la nouvelle fédération pendant la période probatoire de 3 ans se fit sans trop